Bienvenue à tous sur Médien TV. Alors souvent, le mois de Ramadan est synonyme de certaines bonnes résolutions comme arrêter de fumer. Le contexte du mois de Ramadan, justement, est-il en effet propice pour arrêter de fumer? On en parle avec vous, docteur Imen Kandili. Vous êtes psychiatre, addictologue. Bonjour, docteur. Comment ça va? Bonjour, très bien, comme un mois de Ramadan, tout va bien. Alors justement, Un mois de dites-nous. bonne résolution. Absolument. Alors justement, arrêter de fumer pendant Ramadan, est-ce que ça aide? Alors, on va se dire que le jeûne est dans la journée, à condition de garder une certaine hygiène, c'est-à-dire dans son sommeil, une hygiène également alimentaire, et de pouvoir gérer au niveau de la frustration et de l'irritabilité, pourquoi pas. C'est une amorce, on va dire, à une purification, en fait. Beaucoup de gens jeûnent indépendamment du Ramadan, où là, le jeûne fait partie de notre religion, est très important pour nous. Il y a aussi le jeûne en tant que thérapeutique. Donc, bien entendu, ça permet de pouvoir regarder tout ce qui peut être toxique pour le corps et de penser à en dissuader son cerveau et son corps. Ok, alors beaucoup se lancent dans l'aventure d'arrêter de fumer seul. Pourtant, l'accompagnement médical existe aussi. D'ailleurs, quand on parle de sevrage tabagique, c'est en quelque sorte l'expression scientifique ou le terme scientifique de cette histoire d'arrêter de fumer. Malgré tout, est-ce qu'il y a un consensus sur un protocole? Est-ce qu'il y a une manière de faire pour arrêter de fumer? Oh, il y a des manières de faire et en fonction du de la personne qui est dans un processus d'arrêt. Il y a certaines personnes qui arrivent à arrêter d'elles-mêmes, suite à un cheminement de motivation ou suite à des décisions médicales ou autres, tout simplement parce qu'elles décident d'entrer dans un processus de soin de soi. Surtout qu'aujourd'hui, il faut le dire, la cigarette conventionnelle on sait quel est l'impact sur la santé, sur les maladies cardiovasculaires, en plein Covid aussi, sur notre appareil pulmonaire et la capacité de souffle et de respiration. Donc les gens prennent conscience que l'hygiène de vie, le sport, fumer ou encore d'autres choses qui font partie en fait de la réduction des risques en matière de santé sont très importantes en temps de Covid. Maintenant, il n'y a pas une manière de faire. Il y a une boîte à outils, une boîte de Pandore. C'est-à-dire, il y a les patchs, on sait bien, certains vous diront que ça marche ou ça marche pas. Il y a des produits de substitution, il y a des médicaments qui sont donnés comme le bupropion, etc., pour aider au sevrage tabagique. Certains vous parleront d'hypnose, d'autres vous parleront de thérapie cognitivo-comportementale, de mindfulness ou de gestion du stress, etc. Tout marche en fait et ne marche pas. Certains ont même besoin de plusieurs outils de la boîte de Pandore pour s'acheminer vers un arrêt de la cigarette conventionnelle. Maintenant, ça dépend aussi de la structure de la personnalité en face. Il y a des personnes qui ont, on va dire, qui ont plus de facilité que d'autres à arrêter, tout simplement parce que la personnalité est moins, on va dire, adepte à la dépendance. D'autres vont remplacer un produit par un autre. Ça arrive très souvent. Vous savez, les gens qui arrêtent par eux-mêmes de fumer vont vous dire, mais moi, quand j'ai arrêté de fumer, j'ai pris 3-4 kilos et je consomme plus de sucre. Ce qui est normal. Le manque de dopamine fait qu'on va aller vers des produits sucrés ou on va grignoter plus. Maintenant, le processus d'arrêt est un processus qui ne doit pas être juste à un temps zéro, parce que arrêter pendant 2 à 3 mois et reprendre, c'est quelque chose qui peut devenir une vie. Beaucoup de gens arrêtent même 1 an et reprennent. Le travail est de pouvoir quand même arrêter et de rester dans cet arrêt et de ne pas revenir dans un moment de fragilité à une consommation de tabac. Parce que le tabac, qu'on le veuille aujourd'hui ou non, le tabac et le sucre sont les deux tueurs en série, on va dire, en matière de santé, selon l'OMS dans le monde. Mais alors, vous l'avez dit, le tabac est incriminé dans de nombreuses maladies, notamment fragilise la personne encore plus vis-à-vis de ce virus. Enfin voilà, la liste des contre est extrêmement large et des pour est inexistante. Et pourtant, le nombre de fumeurs augmente chaque année plus. C'est compliqué d'arrêter de fumer. Ça ne marche pas, ces arguments scientifiques sur les gens. Il y a un pour. Je vais vous dire pourquoi il y a un pour. Il y a un pour parce qu'il y a le plaisir. Oui, les gens ne fument pas. C'est ça, on peut trouver de tout plaisir. C'est vrai, vous avez raison. C'est ça qui prend le dessus sur tous les arguments. Oui, c'est une grande amie, la cigarette. Vous savez, elle est à toutes les sauces. De la dispute de couple au réveil matinal, la cigarette avant de dormir, la cigarette après le repas. Vous savez, c'est une grande amie. D'ailleurs, dans les accompagnements thérapeutiques pour les prises en charge de sevrage tabagique dans des maladies des fois très graves,
Vous avez les patients qui vous disent, mais enfin, on m'annonce une maladie grave, ça fait 30 ans que je fume, et on me demande en plus de retirer mon meilleur ami, donc en parlant de la cigarette. Donc c'est assez particulier. Maintenant, c'est ça la dépendance. C'est de ne pas contrôler et de vouloir absolument être en adéquation avec un plaisir immédiat qui est la nicotine, hein, qui est la cigarette conventionnelle, bien que c'est pour ça que quand on fait des sevrages tabagiques et qu'il est nécessaire de le faire vite, on met des patchs. C'est-à-dire, ce n'est pas la nicotine le produit dangereux, c'est tous les produits qui sont liés à la combustion dans la cigarette et du tabac. Donc, si on met des patchs de nicotine, la dépendance continue puisqu'on a une délivrance de nicotine petit à petit pour la dopamine et pour le plaisir. Mais on arrête l'effet délétère sur les artères, sur les poumons, etc., de manière à ce que la personne puisse s'acheminer par la suite, même à l'arrêt des patchs. Maintenant, comme il y a d'autres choses, il y a le bupropion, par exemple. Certaines personnes arrivent à très bien arrêter sous bupropion, qui est un antidépresseur dopaminergique, permet la libération de dopamine, qui, elle, est stimulée par la nicotine, qui est la substance maîtresse de la dépendance dans la cigarette. Donc, il y a autant de choses qui peuvent être essayées. Maintenant, tout le travail est sur la motivation et le maintien de l'abstinence. C'est ça, sur le long terme. Parce qu'on ne peut pas enlever un plaisir sans remplacer par d'autres plaisirs. Tout à fait. Arrêter de fumer, c'est physique et psychologique, c'est les deux. C'est physique par rapport à la nicotine, justement, à la substance dans le corps, mais c'est aussi psychologique avec, comme vous l'avez dit, c'est l'ami dans beaucoup de moments de la journée, de la vie, mais c'est aussi la gestuelle, c'est aussi toutes ces choses qui sont parfois plus compliquées à sevrer que la nicotine elle-même. Alors, la dépendance psychologique est importante parce que c'est un rendez-vous. Vous allez prendre un café, vous allez penser à votre cigarette, vous êtes entre amis, vous pensez à votre cigarette. En fait, c'est toute la ritualisation de la consommation. Ce n'est avec le produit. Mais ça vaut pour toutes les substances. C'est-à-dire que quand on est en sevrage, il faut ritualiser autrement et remplacer par plusieurs plaisirs ou par une augmentation de dopamine, entre guillemets, saine. C'est-à-dire, on voit souvent des gens qui arrêtent de fumer, qui se mettent au sport de manière très importante, etc. Donc, il y a toujours des choses à faire. Maintenant, la ritualisation, l'habitus, le conditionnement par rapport à une consommation, quelle qu'elle soit, ici on parle de tabac, en sachant que la nicotine est quand même le produit de dépendance par excellence. Hein, c'est la première substance addictive pour l'homme. À ce moment-là, oui, en effet, la cigarette accompagne. C'est pour ça qu'on parle de meilleure amie. Elle est là dans des moments de vie. Elle accompagne des moments de vie. Cette dépendance psychologique est des fois encore plus importante, tout simplement parce qu'elle réveille la mémoire et qu'elle crée l'envie. Elle crée le besoin de consommer. Je suis à telle terrasse de café, je prends un café, et j'ai l'habitude de prendre une cigarette avec mon café. À ce moment-là, peut-être aussi développer des stratégies de défense et prendre un jus d'orange au lieu du café. Au début, le temps de pouvoir s'habituer. Mais il n'y a pas une règle, mais plusieurs règles. En tout cas, nous ne sommes pas égaux devant la dépendance et nous ne sommes pas égaux devant l'arrêt également. Ce qu'on sait, c'est que déjà être dans un processus de soins, de motivation, de réduire les risques, de vouloir arrêter, c'est déjà très très bien. Mais comment se mettre toutes les chances de son côté pour que ça réussisse? Est-ce qu'on peut réussir du premier coup? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, certaines personnes arrêtent pendant quelques mois, reprennent encore le processus d'arrêt, replongent. Est-ce qu'on est aussi, on va dire, fragile face au sevrage tabagique que ça? Ou c'est une question, là encore, de volonté, mais est-ce que c'est pas stigmatisant non plus? Enfin, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes concernées? Je ne dirais pas de volonté, ce n'est pas la volonté qui manque. Comme je dis des fois à certains patients, même pour des choses beaucoup plus lourdes, ce n'est pas quand ils disent « Ah oui, moi ça y est, c'est fini, faites-moi confiance, docteur ». Je ne dis « C'est pas en vous que j'ai pas confiance, c'est au produit, le produit est plus fort ». Ce n'est pas parce qu'on est fragile, pas du tout. C'est parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'en temps de plaisir réduit, même des plaisirs sociaux, on va voir maintenant le mois de Ramadan, on ne peut pas prendre des photos en famille, il n'y a pas les moments de spiritualité comme on les veut, il n'y a pas certaines choses qui font plaisir et des rituels auxquels on est habitué. Donc, si vous voulez, le retrait de toutes les choses qui peuvent sembler être une échappatoire parmi d'autres pour pouvoir être mieux semble difficile. Je pense qu'il faut arrondir les angles dans le sens où il ne faut pas non plus être dans cette loi du tout ou rien. Les gens qui veulent arrêter tout d'un coup, il faut y aller pas à pas et chaque jour est un gain et une victoire. Parce que qu'on le veuille ou non, dans les substances, dans les dépendances, que ce soit la nicotine ou autre, ou même dans le comportement,
la rechute est la règle. La rechute est la règle. Et quand on sait que la rechute est la règle, on met plus de stratégies pour ne pas rechuter. Quand on est sûr de soi et qu'on veut y arriver du premier coup, comme beaucoup de processus en fait, qui impliquent la motivation et la conscience, où on peut rechuter plus rapidement d'être trop sûr de soi. Il y a ce travail sur soi qui est important et qui n'est pas inhérent juste aujourd'hui, on est en train de parler de tabac, mais au comportement humain en règle générale, parce qu'on est beaucoup dans le plaisir immédiat. On a envie de tout de suite. Les achats compulsifs, par exemple, aussi sont une dépendance. Beaucoup acheter pour se sentir bien est une dépendance. Ça fait aussi partie des comportements addictifs comme le tabac. Alors, vous prenez une personne qui a envie d'arrêter, mais qui appréhende la dureté du sevrage et qui veut en quelque sorte court-circuiter ce côté-là par... Certains posent la question justement de l'hypnose. Est-ce que quand on passe par ce genre de circuit, est-ce qu'on s'évite carrément le ressenti de sevrage, le manque, etc. Est-ce que ça permet d'inhiber complètement ces sensations négatives du sevrage? Alors, des méthodes miracles, il n'y en a pas. Sinon, l'addiction, en règle générale, ou la dépendance ne serait pas un problème qui se pose à ce jour et aussi chronique, parce que l'humain est fait quelque part pour être dépendant. Maintenant, l'hypnose, par exemple, les gens mettent énormément d'espoir dessus. Tout dépend de la personnalité de base. Il y a des personnes qui sont extrêmement vigilantes et dans le contrôle, pour lesquelles l'hypnose ne marchera pas du tout, qui ne seront pas habilités à pouvoir faire ce genre de travail. Maintenant, je ne pense pas qu'un outil fonctionne comme un 1 plus 1 égale à 2, ce n'est pas mathématique. Plusieurs outils combinés ensemble du travail et de la motivation permettent d'avancer vers une réduction progressive et à un arrêt. Tout parce qu'on s'inscrit dans cette motivation d'accès aux soins ou cette motivation d'améliorer sa santé, c'est déjà un grand pas de fait. Il n'y a pas de méthode miracle directe. Il y a plein de choses, induction émotionnelle, il y a la thérapie cognitivo-comportementale. S'il y a autant de choses et si autant de choses sont mises en général ensemble pour pouvoir travailler sur les sevrages, c'est que justement nous ne sommes pas égaux devant les méthodes également. Alors justement, par exemple, quand vous avez un patient devant vous, comment vous choisissez votre protocole thérapeutique? Pourquoi vous vous dites avec lui ou avec elle, je vais aller sur ça et pas ça? Ça, c'est en fonction de la personnalité du patient. Il y a des outils quand même pour voir le profil de patient. Il y a des patients qui sont, vous savez, il y a des personnes qui sont, elles, très rigoureuses de nature, puis il y a des personnes qui sont, comme moi, un peu plus brouillons. Donc, tout dépend des personnes, en fait. Les protocoles vont aller en fonction des personnalités de base des patients et puis des comorbidités qui vont avec la consommation de cigarettes et à quel moment et quel environnement elles ont. Est-ce qu'elles sont actives ou pas? Est-ce qu'elles font du sport ou pas? Est-ce qu'elles ont des moments pour elles-mêmes ou pas? Est-ce qu'elles sont dans des moments difficiles où l'anxiété est présente ou le stress est présent dans leur vie? Donc en fait, il y a un certain nombre de choses qui feront qu'on avancera vers un protocole ou un autre. Et en fonction du patient aussi, parce qu'il est le maître décideur en fait du protocole de suivi ou d'accompagnement, parce que c'est un accompagnement en fonction de l'objectif et du besoin du patient. Et comment se mettre toutes les chances de son côté? Pardon, docteur, allez-y. Les patients voudraient contrôler. Mais en fait, dans la dépendance, on ne contrôle pas. Donc déjà, la motivation première d'aller vers un processus d'arrêt est déjà, si vous voulez, un grand pas. Après, le travail peut se faire et peut prendre un peu plus de temps parce que beaucoup arrivent avec cette... ce n'est pas un deuil complet, c'est-à-dire ils aimeraient passer d'un paquet de cigarettes par jour à une cigarette de temps en temps, ce qui est très difficile. Quand on a été un fumeur, c'est compliqué justement d'avoir cette relation de contrôle avec la cigarette. Est-ce que c'est impossible? Impossible. Écoutez, quand on a été dépendant, c'est difficile. C'est le fameux adage des AA, un verre et de trop, 10, c'est pas assez. C'est-à-dire que quand une personne arrête de fumer, si elle reprend une cigarette en se disant mais c'est juste une petite cigarette, la petite cigarette risque dans plus de 99% des cas, c'est-à-dire de manière assez systématique, d'engager d'autres et d'autres cigarettes et une reprise que le cerveau a été habitué à une certaine dose de nicotine et à un moment on reprendra le même comportement. C'est ça. Comment on peut mettre
toutes les chances de son côté? Avec quel mindset il faut démarrer? Déjà, si la décision est prise et que la personne est dans un processus d'arrêt, elle va mettre en place des choses. Hein. On parle pour la cigarette d'activité physique, dans un processus global de prise en charge de soi. Maintenant, s'il y a des choses avec la consommation de tabac, c'est-à-dire qu'il y a de l'insomnie, il y a de l'irritabilité, il y a un peu d'impulsivité, il y a des difficultés environnementales, et que la cigarette arrive, si vous voulez, comme la cerise sur le gâteau, il faut toujours penser à pouvoir... C'est pour ça qu'on n'est pas égaux devant l'arrêt ou le sevrage non plus. Il faut toujours penser à avoir aussi les comorbidités qui peuvent accompagner cette consommation de tabac, surtout si elle est importante. Alors, à travers votre pratique, on réussit plus ou c'est plus facile pour les jeunes ou les moins jeunes d'arrêter? Ah, ça, c'est une sacrée question. C'est une sacrée question. Les jeunes ne veulent pas arrêter, hein, on s'inscrivent rarement. Non, ils viennent pour d'autres produits ou pour des choses graves, mais accompagnés des parents, mais ils ne sont pas dans un processus d'arrêt. Ils sont dans un processus de en général. Mais je dirais que quand une personne s'inscrit dans un arrêt, en général, le sevrage tabagique, vous savez, si on consulte un psychiatre addictologue, c'est qu'on est vraiment dans un processus d'arrêt où on essaye tous les outils, surtout avec la stigmatisation qui est quand même très présente dans nos sociétés. Donc, les sevrages tabagiques, en général, se passent plutôt bien et ce sont des personnes d'âge mûr qui viennent pour l'arrêt. Ce sont des personnes qui ont bien conscientisé les choses, qui ont pris leurs décisions et qui suivent en général les protocoles de manière assez... C'est-à-dire que ça marche bien, c'est pas parce que ça marche à tous les coups, pas du tout. Ça marche bien parce que les patients qu'on va recevoir après passoire, ce sont des patients qui sont vraiment dans un processus de soins, d'arrêt, de motivation de manière importante, qui sont très motivés. Ok. Et par rapport à cette histoire de cigarette électronique, on en est où maintenant, plus de 5 ans après l'utilisation de... Vous en pensez quoi, docteur? Alors, écoutez, moi je suis une adepte de la réduction des risques qui fait polémique en ce moment en Europe. Donc la réduction des risques en tout, hein. La réduction des risques, pas seulement pour le tabac, mais on l'a bien vu avec la Covid, la distanciation et les mesures préventives sont aussi de la réduction des risques, en économie, en société, un peu partout. Donc le sucre également, les diabètes. Donc la réduction des risques, l'humain n'est pas parfait, donc la loi du tout ou rien est assez difficile à appliquer en matière de santé. Donc, moins on cumule de risques ajoutés et meilleure sera notre santé. Maintenant, tout dépendra là aussi de la conscience de la consommation de la cigarette électronique. Il y a plusieurs sortes de produits à risque réduit. Il y a la cigarette électronique, il y a le tabac chauffé, etc. Le problème, c'est de savoir quand est-ce qu'on commence et on s'arrête. De ne pas augmenter le potentiel addictif en tirant sur une cigarette électronique tant que la pile est allumée. Là aussi, c'est avoir conscience de sa consommation est importante. C'est pour ça que parmi les méthodes d'arrêt de tabac, vous avez le mindfulness, qui est la pleine conscience. C'est-à-dire vraiment être centré, enlever le mode pilote automatique pour pouvoir déjà être conscient et de sa consommation de tabac ou de sa consommation de sucre ou de son stress au travail, etc. Pour diverses choses. Il y a une sacrée polémique. Écoutez, d'abord, il faudrait répertorier toutes les cigarettes électroniques qu'on a au Maroc et savoir ce qui est potentiellement à risque réduit pour la santé par rapport à la cigarette conventionnelle, et puis avoir des standards à l'instar d'autres pays pour savoir quelle cigarette électronique ou pas et d'où elle vient. Donc, il y a ces choses-là. Je pense qu'on devrait penser à fonctionner en standard à l'instar d'autres pays et que toute chose qui pourrait améliorer, réduire les risques par rapport à la santé d'un individu, quel qu'il soit, est importante. Merci. Et il y a plein de choses pour réduire les risques. La perte de poids aussi en fait partie, vu que, voilà, la perte de poids, pas seulement pour le tabac ou le sucre ou le diabète, mais aussi pour la Covid. La Covid, absolument. Merci infiniment d'avoir été là, Dr Iman Kandili. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Un grand merci à vous en régie. Très, très bonne suite des programmes sur Médiane TV.